j'ai platiné Tomb Raider Underworld, le 8e épisode canonique de la saga, le dernier chapitre de la trilogie Legend et aussi l'un des Tomb Raider les plus frustrants à platiner sur PlayStation. Pas parce qu'il est difficile, pas parce qu'il est long, mais parce que cette version est, disons, en guerre contre elle-même. Une version connue pour ramer du cul, accumuler des bugs parfois complètement absurdes et proposer des animations qui ont franchement mal vieilli alors qu'elles étaient censées représenter l'avenir de la licence grâce à la motion capture. Et pourtant, le pire n'est peut-être même pas la technique, c'est son histoire. Parce que pour conclure une trilogie entière consacrée à la recherche de la mère de Lara, on pouvait difficilement faire plus frustrant. Mais malgré tout ça, à l'époque Underworld était attendu comme le messie. On allait enfin connaître le dénouement de la quête d'Amelia Croft. Les forums étaient en ébullition, chaque teaser, chaque trailer et chaque image, tout le monde avait sa théorie sur la fin. Et autant vous dire que les débats étaient animés. Ajoutez à ça les fans de Renault à la sortie de ses concerts, des sauts automatiques qui décident de fonctionner quand ils en ont envie, et une Lara qui réagit au retour de Jacqueline Atlas avec autant d'émotion que si elle croisait la boulangère du coin. Oui, on est sur Tomb Raider Underworld. Bienvenue dans mon périple. Comme d'habitude, on parle trophée, donc on va se concentrer sur les versions PlayStation. Et celui-ci a une petite particularité. C'est tout simplement le premier Tomb Raider de la saga à avoir proposé des trophées. Enfin, pas tout de suite. À sa sortie en 2008, il n'y en avait pas. Il a fallu attendre une mise à jour courant 2009 pour voir débarquer les trophées sur PlayStation 3. Et là, Crystal Dynamics nous a fait un petit cadeau. Même si vous aviez terminé le jeu à 100%, il fallait tout recommencer. Nouvelle sauvegarde obligatoire, impossible de faire reconnaître votre ancienne partie. Et oui, j'ai dû le refaire. Merci Crystal. En 2011, le jeu est ressorti dans The Tomb Raider Trilogy. Une compilation HD regroupant Legend, Anniversary et Underworld. On pourrait croire à une nouvelle liste de trophées, eh bien non. C'est exactement la même version, même liste, même sauvegarde, donc aucun deuxième platine à récupérer. Enfin, presque. Parce que les chasseurs de trophées les plus acharnés le savent sûrement déjà, il existe une seconde liste, la version japonaise. Exactement les mêmes trophées, exactement le même jeu, et évidemment, les sauvegardes ne sont pas compatibles, donc si vous voulez les deux platines, il faut refaire l'intégralité du jeu. Encore. Au total 33 trophées, platine compris, une difficulté de 2 sur 10, autant dire que sur le papier, c'est probablement l'un des Tomb Raider les plus accessibles à platiner. La durée, elle, est estimée à une vingtaine d'heures. Mais avec mon guide, comptez plutôt un peu plus de 8 heures. Oui, je fais encore un peu de pub, mais honnêtement, le gain de temps est énorme comparé au guide écrit. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, sachez que vous y trouverez des guides trophées pour quasiment toute la saga Tomb Raider. Donc si vous voulez être prêt avant Legacy of Atlantis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et au passage, abonnez-vous, ça aide énormément. Allez, voyons maintenant si Tomb Raider Underworld mérite vraiment sa réputation de platine facile. Ou si, finalement, ce n'est pas la difficulté qui vous fera souffrir, mais la technique du jeu. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à travers Tomb Raider Underworld. Et avant même que Lara ne fasse un seul pas, il y a une décision importante à prendre. Choisir la difficulté expert de la survie. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui permet de débloquer le trophée associé en fin de partie. Bon, je vous rassure tout de suite, malgré son nom, il n'y a rien de bien terrifiant. Même avec tous les curseurs au maximum, le jeu reste franchement accessible. Cet épisode reprend directement après les événements de Tomb Raider Legend et vient conclure la trilogie initiée par Crystal Dynamics en 2006. Entre-temps, le studio avait revisité les événements du tout premier Tomb Raider avec Anniversary, qui s'inscrit lui aussi dans cette même continuité. Pour rappel, des années auparavant, la mère de Lara, Amelia Croft, a disparu en traversant un mystérieux portail alors qu'elle tentait de sauver sa fille. Depuis ce jour, Lara n'a jamais cessé de la rechercher. Après avoir découvert le Sion des Atlantes dans Anniversary, puis retrouvé Excalibur dans Legend, elle pense enfin tenir une piste sérieuse. Et si Amelia se trouvait réellement à Avalon ? D'ailleurs, si votre mémoire vous joue des tours, Crystal Dynamics a pensé à tout. Dans les bonus du jeu, vous trouverez une vidéo qui résume les événements de Legend et Anniversary. Une bonne manière de se remettre dans le bain avant de commencer.
Et puisqu'on parle de se remettre dans le bain, Crystal Dynamics préfère nous jeter directement dans le feu. Le prologue s'ouvre sur le manoir des Croft en flammes. Finalement, c'est une assez bonne représentation de l'état technique du jeu sur PlayStation 3. Vous allez vite comprendre pourquoi. Cette première séquence fait office de didacticiel. On y redécouvre les commandes pendant que Lara tente de rejoindre Zip, son conseiller technique, ainsi que Winston, son fidèle majordome. Et là, sans la moindre explication, Zip commence à tirer sur Lara. Oui, à lui tirer dessus. Pourquoi ? C'est justement ce que le jeu va nous raconter. Le logo Tomb Raider Underworld apparaît et l'histoire remonte une semaine plus tôt, en pleine mer Méditerranée. Au passage, premier trophée automatique sécurisé, prologue. Pourquoi la mer Méditerranée ? La réponse est toute simple, Lara enquête sur une île engloutie dans le cadre de sa quête d'Avalon. Elle espère enfin comprendre ce qui est arrivé à sa mère, Amelia Croft, tout en réhabilitant les travaux de son père, Richard Croft, longtemps tourné en ridicule par la communauté scientifique. Une théorie que Zip, son conseiller technique, et Alistair, son assistant de recherche, ont d'ailleurs beaucoup de mal à prendre au sérieux. Et c'est donc ici que débute le premier environnement du jeu, la mer Méditerranée. Car dans Tomb Raider Underworld, chaque environnement est lui-même découpé en plusieurs chapitres. Le premier s'intitule « Le chemin d'Avalon ». Notre objectif est simple, trouver un moyen d'accéder au temple englouti. Pour cette première exploration, Lara est naturellement équipée de ses emblématiques double pistolets, mais elle possède également un fusil harpon en arme secondaire. Et c'est plutôt une bonne chose puisque les premiers ennemis que nous croiserons sont sous l'eau. À tout moment, vous pourrez ouvrir votre PDA pour changer d'arme. Chaque arme dispose de sa propre réserve de munitions. Elles ne peuvent pas être réapprovisionnées au cours d'un environnement et seront simplement réinitialisées lorsque vous passerez au suivant. Il faudra donc apprendre à gérer votre arsenal tout au long de l'aventure. Heureusement pour cette première zone, le fusil harpon fera parfaitement l'affaire. Tiens, d'ailleurs, le PDA fait son grand retour et il est plutôt bien pensé. On y trouve tout d'abord une carte sonar qui modélise les lieux en 3 dimensions. Bon, soyons honnêtes, je ne m'en suis pratiquement jamais servi. Vous avez ensuite la rubrique Zone Info qui indique le nombre de trésors et de reliques présents dans l'environnement en cours. J'y reviendrai dans quelques instants parce que c'est extrêmement important pour le platine. Le PDA contient également un journal qui apporte énormément de contexte sur les lieux visités, les découvertes de Lara et toute la mythologie qui entoure cette aventure. Et ça, j'aime beaucoup. Ça enrichit vraiment le scénario. Enfin, vous disposez d'une aide de terrain. Si vous êtes bloqué, Lara vous donnera quelques indices, voire carrément la solution. Personnellement, je préfère chercher par moi-même. Mais je reconnais que c'est une excellente idée pour les joueurs les moins patients. Bref, il est temps de plonger et franchement, cette première zone est une réussite. On explore tranquillement les fonds marins. Il faut évidemment garder un œil sur les requins, éviter les méduses, mais l'environnement offre un excellent équilibre. Ni trop vaste, ni trop couloir. On retrouve immédiatement cette sensation d'exploration propre à Tomb Raider. Observer, chercher, explorer, le tout dans une ambiance particulièrement réussie. En revanche, une chose a disparu, le stress. Lara est équipée d'un matériel de plongée, fini les longues apnées des anciens Tomb Raider, plus besoin de surveiller sa réserve d'oxygène. C'est confortable, mais je dois reconnaître que ça enlève une partie de la tension qui rendait les passages sous-marins si mémorables. Bon, pendant qu'on admire les décors, la version PlayStation 3 nous rappelle gentiment qu'elle existe. 720p, 30 images par seconde, enfin, quand tout va bien, je vous avais dit que le manoir en flammes représentait assez bien l'état technique du jeu. Vous commencez à comprendre où je voulais en venir. Bon, je vous rassure, ça reste quand même plus agréable que la version PlayStation 2. En explorant les fonds marins, on découvre aussi les premiers trésors. Et c'est là que commence l'une des plus grosses quêtes du platine. La zone info nous apprend qu'il y a 26 trésors à récupérer dans l'environnement de la mer Méditerranée. En revanche, le jeu ne vous indique jamais combien sont répartis dans chacun des chapitres. Il faudra donc ouvrir l'œil, parce que plusieurs trophées sont directement liés au nombre total de trésors récupérés. Et le dernier palier, accrochez-vous bien, demande de récupérer 179 trésors. Oui, 179. C'est complètement démesuré, surtout qu'ils sont parfois cachés les uns à côté des autres, pas toujours très visibles, et qu'ils ont finalement qu'une utilité assez limitée. Ils ne racontent aucune histoire, ne débloquent aucun équipement, ce sont essentiellement de jolies pierres précieuses. Bon, j'exagère un peu, ils permettent tout de même de débloquer quelques bonus dans les extras, des concept arts, des illustrations et autres récompenses du même genre.
Et si jamais vous en manquez quelques-uns, pas de panique, une fois l'aventure terminée, vous débloquerez le mode chasseur de trésors qui permet de revisiter librement tous les environnements sans avoir à recommencer toute l'histoire. C'est pratique, même si, personnellement, je trouve qu'on perd en rejouabilité par rapport à Legend et Anniversary qui proposaient leur fameux contre-la-montre. Revenons à notre aventure, l'entrée du temple étant condamnée, Lara comprend rapidement qu'il va falloir remettre en marche un ancien mécanisme nordique. Pour y parvenir, elle explore les 2 temples qui entourent l'édifice principal, afin d'y récupérer les clés nécessaires. De retour devant l'entrée, il ne reste plus qu'à résoudre une énigme reposant sur un ingénieux système de roues gravées de symboles. Une première énigme finalement assez accessible qui permet surtout de se familiariser avec les mécaniques de réflexion d'Underworld. Une fois le mécanisme correctement actionné, l'immense porte sous-marine s'ouvre enfin, mais quelque chose semble déjà rôder dans les profondeurs, ou plutôt, quelque chose laisse traîner ses tentacules. Le Kraken. On devine sa présence bien avant de le rencontrer, et je trouve que le jeu installe plutôt bien cette menace. Avant de quitter ce premier chapitre, le jeu nous montre également comment seront cachés la plupart des trésors sur la terre ferme, dans de grands vases facilement reconnaissables, qu'il faudra évidemment briser. Au passage, le 10e trésor récupéré vous récompense avec le trophée chasseur de trésors. Une bonne chose de faite. Mais avant de pouvoir atteindre les ruines de Niflheim, un dernier mécanisme bloque encore le passage. Cette fois, impossible d'actionner le levier tant que les 2 grandes dalles de pression ne sont pas maintenues enfoncées. Lara met alors à profit son grappin pour faire s'effondrer une immense statue de serpent dont un morceau vient s'écraser sur la première dalle. Pour la seconde, elle devra déplacer de lourds blocs de pierre afin de maintenir le mécanisme sous pression. J'aime beaucoup ce genre d'énigme. On sent que Crystal Dynamics cherche à exploiter la physique du décor plutôt que de simplement nous faire tirer un levier. Une fois les 2 dalles activées, la lourde porte s'ouvre enfin. Cette fois, plus rien ne sépare Lara des ruines de Niflheim. Direction le 2e chapitre de la mer Méditerranée, l'un des nombreux royaumes des morts de la mythologie nordique. Et c'est dans ce chapitre que nous rencontrons enfin Carlo le Calamar, enfin le Kraken. La créature bloque complètement l'accès vers la suite des ruines, impossible de poursuivre tant qu'elle est là. L'objectif consiste donc à faire s'effondrer sur sa tête une immense structure hérissée de pointes. Pour y parvenir, Lara doit rétracter les 2 ponts qui la maintiennent suspendue. Une énigme environnementale plutôt réussie qui nous pousse à explorer toute la salle afin d'actionner les différents mécanismes. L'occasion au passage de récupérer quelques trésors supplémentaires, tout en gardant un œil sur les tentacules du Kraken. Et avec l'obscurité qui règne dans cette salle, heureusement que la lampe de Lara ne s'épuise plus comme dans les précédents épisodes. C'est également dans cette zone que tombent plusieurs trophées. Le premier se nomme Alpiniste, il demande simplement d'effectuer un saut en cheminée d'au moins 2 impulsions. Rien de bien compliqué, l'autre trophée, Plongeur 1, peut être obtenu avant ou après s'être débarrassé du Kraken. Le principe est simple, effectuer un saut de l'ange depuis le point le plus élevé de la salle. Et ce sera loin d'être le dernier, puisque 2 autres trophées du même genre vous attendront plus tard dans l'aventure. Bon, puisqu'on parle du Kraken, je vais peut-être en décevoir certains. Mais si c'est censé être l'un des grands boss du jeu, je trouve ça quand même très léger. Et malheureusement, ce sera un peu le même problème de Tomb Raider Underworld. Les boss donnent rarement l'impression d'être de véritables affrontements. La plupart du temps, ils ressemblent davantage à de grandes énigmes environnementales qu'à de vrais combats. Le Kraken neutralisé, Lara poursuit son exploration. Un petit couloir permet alors de découvrir l'une des nouvelles mécaniques d'Underworld. Ces prises qui dépassent des murs et que Lara peut désormais escalader. Sur le papier, j'aime beaucoup l'idée. En pratique, beaucoup moins, et c'est principalement à cause de la motion capture. Crystal Dynamics voulait rendre les mouvements de Lara plus réalistes, sauf que personnellement je trouve le résultat beaucoup moins convaincant que les animations entièrement réalisées à la main dans Legend et Anniversary. Les déplacements manquent parfois de réactivité, certaines animations s'enchaînent bizarrement, et il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir l'impression de contrôler une grenouille complètement désarticulée. Je sais, l'image est un peu violente, mais c'est vraiment ce que je ressens en jouant à Underworld. Et je pourrais dire exactement la même chose de son visage. Là où Legend et Anniversary proposaient une Lara stylisée, immédiatement reconnaissable, Underworld cherche davantage le réalisme, mais ce visage beaucoup trop lisse lui donne finalement un aspect assez étrange. Après tout, ce n'est que mon avis. Au bout du couloir, Lara aperçoit enfin son objectif,
Derrière une immense porte repose le gantelet de Thor, l'artefact indispensable pour manier Mjolnir, le célèbre marteau du dieu nordique. Impossible de l'atteindre pour l'instant. Le chapitre suivant peut alors commencer, la filière nordique. Pour atteindre le fameux gantelet de Thor, Lara devra résoudre une nouvelle énigme et cette fois le jeu reste en terrain connu. On retrouve le même principe de dalle de pression qu'un peu plus tôt, avec quelques éléments du décor à manipuler pour réactiver le mécanisme. Une fois l'accès libéré, Lara s'empare enfin du gantelet et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. L'artefact vient littéralement se façonner autour de sa main. Le problème, c'est que ce moment de victoire est de très courte durée. Les mercenaires d'Amanda Evert débarquent aussitôt. Pour ceux qui auraient oublié, Amanda est l'ancienne meilleure amie de Lara, devenue sa rivale au cours des événements de Tomb Raider Legend. Lara est assommée, le gantelet lui est arraché et les mercenaires prennent la fuite après avoir fait exploser la sortie principale. Mais comme souvent, avec Lara, il existe toujours un autre chemin. Cette sortie improvisée est d'ailleurs l'occasion de récupérer les derniers trésors de l'environnement mer Méditerranée. Et surtout, la toute première relique du jeu. Contrairement aux trésors, les reliques sont beaucoup plus rares. Il n'y en a que 6 dans toute l'aventure. En échange, chacune d'elles augmente définitivement la jauge de santé de Lara. En ramassant cette première sphère dorée, vous obtenez également le trophée chasseur de reliques. Une bonne chose de faite, il ne reste plus qu'à regagner l'embarcation de Lara, car Amanda et ses hommes ont trouvé refuge à bord de leur navire. Bien décidée à récupérer le gantelet de Thor, Lara se lance à leur poursuite. Le chapitre suivant peut alors commencer, le dieu du tonnerre. C'est parti, Lara s'infiltre à bord du navire d'Amanda. Enfin, s'infiltre. Au vu du nombre de mercenaires qu'elle va envoyer 6 pieds sous terre, on va dire que l'infiltration aura duré environ 30 secondes. Et c'est justement l'occasion de découvrir l'une des nouvelles mécaniques de combat de Tomb Raider Underworld, l'adrénaline. À force d'enchaîner les tirs sur vos ennemis, une jauge se remplit progressivement. Attention cependant, si vous interrompez vos tirs avant qu'elle ne soit complètement remplie, elle se videra aussitôt. Une fois chargée, Lara peut déclencher un ralenti, voire un véritable bullet time. Elle bondit sur son adversaire, effectue un salto arrière et il ne vous reste plus qu'à placer le réticule sur votre cible pour l'éliminer d'une seule balle. Une mécanique plutôt spectaculaire qui permet d'obtenir les trophées expert en armement après un premier tir réussi, puis maître en armement après 10 exécutions. Petit conseil au passage, si vous souhaitez obtenir ce second trophée rapidement, il est possible de le farmer sur une même vague d'ennemis. Il vous suffit de mourir et de recommencer, car le compteur est conservé après chaque mort. Et puisqu'on parle d'optimiser les trophées, je ne vous l'avais pas encore précisé, mais Tomb Raider Underworld propose toute une série de cheat codes. En revanche, je vous déconseille de les activer tout de suite. Le mode invincible vous empêche justement de mourir pour recommencer rapidement la séquence, tandis que le cheat code qui élimine les ennemis en une seule balle ne vous laissera jamais le temps de remplir votre jauge d'adrénaline. Une fois expert en armement et maître en armement obtenus, en revanche, faites-vous plaisir, les cheats ne désactivent pas les trophées. Pendant l'exploration du navire, vous pourrez également obtenir le trophée plongeur 2. Comme pour le précédent, il suffit d'effectuer un saut de l'ange depuis le point le plus élevé de la zone. Enfin, il suffit, parce qu'il m'est arrivé de devoir m'y reprendre plusieurs fois alors que toutes les conditions étaient réunies. Encore un petit bug made in Underworld. Et encore, il faut refaire toute l'ascension jusqu'à la passerelle à chaque tentative. Je peux vous garantir que ça devient vite agaçant. Après plusieurs vagues de mercenaires, Lara finit par retrouver leur chef. L'échange de tirs provoque une énorme explosion, les alarmes retentissent, le navire commence à sombrer. En poursuivant Amanda, Lara arrive malheureusement trop tard. Cette dernière a déjà quitté les lieux. En revanche, Lara a eu le temps de surprendre une conversation entre elle et une mystérieuse prisonnière. Puis, la prisonnière se retourne, surprise, Jacqueline Natla, l'ancienne souveraine de l'Atlantide que l'on croyait pourtant disparue depuis les événements de Tomb Raider Anniversary. Et là, je me suis toujours posé la même question, comment Natla a-t-elle retrouvé une apparence aussi impeccable alors qu'elle terminait complètement brûlée à la fin d'Anniversary ? Le jeu ne prend jamais le temps de nous l'expliquer. On dirait un personnage des Feux de l'amour qui revient pour la 10 000e fois d'entre les morts. Bref, Natla s'adresse ensuite à Lara. Elle lui révèle qu'Amelia Croft a été envoyée à Helheim, un autre nom donné à Avalon.
Elle lui apprend également que Richard Croft s'était lui aussi lancé sur les traces de Mjolnir, le célèbre marteau du dieu nordique, et qui permettait d'accéder à ce fameux Helheim. Et selon elle, un nouvel indice se trouve en Thaïlande. Et au passage, j'ai toujours trouvé la réaction de Lara assez étrange. Elle retrouve l'une de ses plus grandes ennemies, vivante, et elle réagit presque comme si elle s'y attendait. C'est assez déroutant. Pendant que le navire continue de sombrer, un hélicoptère vient récupérer la cellule dans laquelle Natla est retenue et l'emporte avec lui. Commence alors le chapitre « Le royaume des morts ». Une spectaculaire fuite à travers un navire qui se retourne progressivement sur lui-même. Franchement, j'ai toujours trouvé cette séquence particulièrement réussie, et c'est seulement au terme de cette fuite qu'Amanda renvoie le gantelet de Thor à Lara. Un geste finalement logique puisque Natla lui avait expliqué un peu plus tôt que l'artefact était désormais associé à Lara et qu'il lui serait donc totalement inutile. Lara parvient finalement à regagner son bateau, direction la Thaïlande. Au passage, vous obtenez le trophée Expédition en mer Méditerranée, qui récompense la fin de ce premier environnement. Le changement d'environnement permet également de choisir une nouvelle tenue et même un équipement. Un choix qui, honnêtement, aura finalement assez peu d'importance, puisque vous pourrez modifier vos armes à tout moment directement depuis le PDA. Mais bon, l'intention était là. Le premier chapitre de cet environnement se nomme Vestiges. Et franchement, les côtes thaïlandaises sont probablement l'un des plus beaux environnements de tout Tomb Raider Underworld. La végétation est superbe, l'eau est magnifique, ça donne presque envie d'aller s'y baigner. Bon, attention quand même aux requins. Comme toujours, qui dit nouvel environnement dit aussi nouveau trésor. Cette fois, il y en a 30 à récupérer dans les côtes thaïlandaises. Lara explore donc ces vestiges dans l'espoir d'y trouver un nouvel indice. Je rappelle que c'est Natla qui l'a orienté jusqu'ici. Pendant l'exploration, on poursuit évidemment la collecte des trésors, mais aussi celle des trophées. Le premier est Grenadier, puis Expert Grenadier, qui demande respectivement d'éliminer 2 puis 3 ennemis avec une seule grenade. Et honnêtement, il y a une méthode bien plus simple que de tenter sa chance sur les mercenaires. Attendez simplement qu'une nuée d'araignées vous attaque, elles sont regroupées, très fragiles, et parfaites pour obtenir ces 2 trophées en quelques secondes. On retrouve également Plongeur 3 qui demande, comme les précédents, d'effectuer un saut de l'ange depuis le point le plus élevé de la zone. Ici, depuis la plus haute falaise de Thaïlande. Et avec lui tombe également Expert Plongeur, qui récompense l'obtention des 3 trophées de plongeon du jeu. Au fil de l'exploration, Lara fera surtout la rencontre de l'ennemi le plus coriace de toute l'aventure, Jean-Michel Cadrage. Enfin, la caméra. Le nombre de fois où elle décide de se coller contre un mur ou de masquer complètement l'action, c'est un enfer. À côté, les tigres, les chauves-souris et même les requins finissent presque par paraître sympathiques. Oui, vous voyez à quel point j'apprécie cette caméra. Après tous ces affrontements, il faudra évidemment penser à se soigner. Comme dans Tomb Raider Legend, les soins viennent directement alimenter votre raccourci. Ils sont simplement symbolisés, cette fois, par des mallettes ou des calices disséminés un peu partout dans les niveaux. Un système simple, efficace et finalement très proche de celui de Legend. L'exploration finit par mener Lara jusqu'à Bhogavati. Le gigantesque temple est dominé par d'impressionnantes statues de Shiva et de Kali, annonçant immédiatement la couleur de cette nouvelle zone inspirée de la mythologie hindoue. Le chapitre suivant peut alors commencer, Bhogavati. Un chapitre poursuivant l'exploration des ruines thaïlandaises. Encore une fois, on continue la récolte des trésors et bien sûr, de nouveaux ennemis font leur apparition, les Nagas. Enfin, des espèces de dragons de Komodo géants. C'est tout de suite plus parlant. D'ailleurs, il y en a un qui m'a bien fait rire. Il passe littéralement son temps à tourner en rond contre un mur. Le pauvre est complètement buggé. Le véritable objectif du chapitre consiste à retrouver les 2 lentilles manquantes afin de les replacer devant les yeux de l'immense statue de Shiva. Une fois les 2 lentilles récupérées, il faudra résoudre une nouvelle énigme reposant encore une fois sur un ingénieux mécanisme de poids et d'équilibre. Décidément, Underworld adore ce genre de casse-tête. Les 2 lentilles remises en place, les rayons lumineux traversent enfin les lieux. Il ne reste plus qu'à les rediriger vers la statue de Kali afin de déverrouiller le passage vers la suite de l'aventure. C'est également le meilleur endroit pour réaliser le trophée expert alpiniste, qui demande d'effectuer un saut en cheminée d'au moins 4 impulsions. Et tant qu'à explorer les moindres recoins du temple, le 50e trésor vous permettra aussi d'obtenir le trophée chasseur de trésors expérimenté. Une fois le mécanisme activé, la voie est libre. Le chapitre suivant peut alors commencer, le monde ancien.
un chapitre qui nous révèle enfin la véritable utilité du gantelet de Thor. Jusqu'ici, il n'était qu'un simple artefact. Désormais, il permet à Lara de déplacer d'immenses structures qu'il serait impossible de manipuler à main nue. Au cœur de ces ruines encore plus anciennes, Lara découvre que son père, Richard Croft, est lui aussi passé par ici. Envoyé par Natla, il y avait trouvé le second gantelet de Thor. Mais avant de repartir, il prit soin de détruire une carte indiquant l'emplacement des reliques de Thor pour qu'elles ne puissent tomber entre de mauvaises mains. Grâce aux initiales laissées sur place, faisant référence à son grand-père, Lara comprend alors où son père a caché le précieux artefact, au manoir des Croft. L'objectif est désormais tout trouvé, il faut rentrer. Mais avant de quitter les ruines, Lara met immédiatement son nouveau gantelet à contribution, en déplaçant un immense pont de pierre qui lui ouvre le chemin du retour. Une dernière occasion d'explorer les lieux, de récupérer quelques trésors supplémentaires, mais surtout une nouvelle relique qui augmente une fois encore la jauge de santé de Lara. Il ne reste alors plus qu'à emprunter le dernier chapitre de cet environnement, plus un pantin. Un passage très court qui sert essentiellement de retour vers le bateau. L'occasion de récupérer les derniers trésors des côtes thaïlandaises avant de quitter définitivement les lieux. L'environnement se conclut par l'obtention du trophée Expédition Côte Thaïlandaise. Prochaine destination, le manoir des Croft. Oui, car c'est dans la crypte que le cercueil de son grand-père, Richard James Croft, dissimule l'entrée d'un souterrain encore inconnu de Lara. Un passage qui lance l'unique chapitre de cet environnement, protégé par les morts. 13 trésors sont disséminés dans ces catacombes infestées d'araignées et de chauves-souris. Au programme, encore une énigme. Et encore une histoire de dés de pierre à transporter pour les déposer sur des dalles de pression. D'ailleurs, je ne vous en avais pas encore parlé, mais ces énormes dés reviennent régulièrement tout au long de l'aventure. Et peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, ce sont toujours les mêmes. En plus d'être incroyablement lourds, Lara les traîne à 2 à l'heure, un vrai bonheur. Ça me rappelle les longues phases de poussage de blocs des premiers Tomb Raider, enfin, sauf que celles-là sont toujours présentes dans Underworld. Et ce sentiment de recyclage ne s'arrête pas là. Les différents souterrains des 4 coins du monde reprennent très souvent la même architecture. Alors oui, le scénario tente de le justifier en expliquant que toutes ces civilisations seraient liées, mais quand même. Je pense que ça a surtout dû simplifier le développement. Bref, cette énigme nous permet de récupérer une nouvelle relique, la 3e du jeu, et avec elle tombe le trophée chasseur de reliques inspiré. Plus loin, une nouvelle énigme vous demandera cette fois de jouer avec les ombres. Le but est de faire correspondre les silhouettes projetées par plusieurs panneaux avec les vitraux situés de part et d'autre d'une immense porte. Une fois le mécanisme résolu, Lara découvre le bureau secret de son père. Elle y découvre enfin le second gantelet de Thor, mais également un enregistrement laissé par Richard Croft. On nous rappelle qu'il a détruit la carte indiquant l'emplacement des reliques de Thor, afin qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Enfin, pas complètement, puisqu'il avait tout simplement pensé à la photographier auparavant, et cette fameuse photographie se trouve justement sur son bureau. Mais cette découverte attire également les véritables gardiens des reliques, les Thralls, des morts vivants particulièrement résistants. Le problème avec eux, c'est qu'une fois à terre, ils ne le restent pas. Il faut rapidement achever leur corps avant qu'ils ne se relèvent, sous peine de devoir vider une nouvelle fois plusieurs chargeurs. Personnellement, je vous conseille le fusil à pompe. Il fait vraiment des merveilles contre eux. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces charmantes créatures. En quittant les catacombes, nous revenons exactement au prologue du jeu, le manoir en flammes. Zip qui ouvre le feu sur Lara, et cette fois tout prend enfin son sens. Zip affirme avoir vu Lara provoquer l'explosion du manoir et voler la mystérieuse pierre qu'utilisait Amanda dans Tomb Raider Legend. Pendant qu'il évacue les lieux avec Winston, d'ailleurs je ne sais toujours pas si c'est Winston qui s'appuie sur Zip ou Zip qui s'appuie sur Winston, vu leur démarche on dirait qu'ils essaient juste de ne pas tomber tous les deux. Pendant ce temps, Lara part à la recherche d'Alistair. C'est alors qu'apparaît un doppelganger, une parfaite copie de Lara. La créature tire sur Alistair avant de prendre la fuite. Gravement blessé, Alistair succombe à ses blessures. Lara comprend alors que Natla et Amanda font désormais équipe. Et lorsqu'elle aperçoit le doppelganger, elle comprend immédiatement d'où il vient. Après tout, créer des copies de Lara, c'est un peu la spécialité de Natla depuis Tomb Raider Anniversary. Bon, je trouve quand même que Lara encaisse la mort d'Alistair avec un calme assez déconcertant. À peine le temps de lui rendre un dernier hommage, qu'elle est déjà déterminée à récupérer le marteau de Thor pour aller régler ses comptes avec Natla. Le pauvre Alistair, il n'aura pas fallu longtemps pour passer au second plan.
Et d'un seul coup, le tout premier teaser d'Underworld prend enfin son sens. À l'époque, beaucoup de fans imaginaient que Lara avait elle-même détruit son manoir pour tourner définitivement la page et redevenir une aventurière plus proche de la Lara classique. Quand on y repense, c'est amusant comme cette théorie ressemble à certains débats que l'on a aujourd'hui autour de la trilogie Survivor. Mais ça, c'est une autre histoire. En terminant le manoir des Croft, vous obtenez le trophée Expédition Manoir des Croft. Grâce à la photographie laissée par Richard Croft, Lara met enfin le cap vers une nouvelle destination, le sud du Mexique. Le premier chapitre de ce nouvel environnement se nomme Les Jours sans nom. Et donc ce nouvel environnement cache à lui seul 50 trésors. Oui, 50. C'est à partir de là que j'ai commencé à développer une véritable haine envers ces machins. Ils sont littéralement disséminés tous les 3 mètres et surtout, ils n'ont pratiquement aucune valeur. On ne découvre ni objets historiques, ni morceaux de l'or, juste des espèces de gemmes à ramasser. J'ai parfois l'impression que leur seul objectif est de ralentir l'exploration. Cet environnement introduit également la moto. Et comment dire, ce n'est pas qu'elle soit totalement incontrôlable, mais elle est quand même sacrément désagréable à piloter. On en reparlera, parce que ce n'est malheureusement que le début. Ce premier chapitre reste assez court, il introduit notamment les panthères, et c'est d'ailleurs grâce aux toutes premières que l'on pourra obtenir le trophée danger routier qui demande d'écraser un ennemi avec la moto. Puis expert danger routier qui consiste à en renverser 5. Personnellement, la méthode qui m'a donné les meilleurs résultats consiste simplement à effectuer des dérapages sur place. Les panthères finissent par se jeter sous les roues toutes seules. Au terme de l'exploration, Lara atteint l'un des 2 calendriers Maya nécessaires pour ouvrir la porte menant vers Xibalba. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il manque encore plusieurs éléments indispensables à son fonctionnement. Des têtes de jaguar et des crânes d'or. Le chapitre suivant, Xibalba, peut alors commencer. Le but est de remettre en fonctionnement le premier calendrier tout en recherchant le crâne d'or manquant pour le second. On retrouve donc ce qui fait Underworld depuis le début de l'aventure. De l'exploration, des trésors et quelques mercenaires venus compliquer les choses. Rien de particulièrement difficile jusqu'au moment où l'on active enfin le second calendrier. L'entrée des souterrains s'ouvre et il faut foncer. Vous disposez de 45 secondes pour atteindre l'entrée de Xibalba et obtenir le trophée Démon de la vitesse 1. Comme les trophées plongeurs, celui-ci fait partie d'une série de 3 qui débloquera un trophée supplémentaire une fois les 3 défis terminés. Le mieux est donc de préparer le terrain, garer la moto dans la bonne direction, actionner le calendrier, faire une sauvegarde manuelle et recommencer immédiatement en cas d'échec. Quelques secondes plus tard, Lara pénètre enfin dans Xibalba. Le chapitre suivant peut alors commencer. Le serpent de Midgard. Et ce chapitre est cette fois beaucoup plus vaste. Il débute par un long couloir que Lara doit parcourir à moto. Enfin, à moto, parce qu'elle passera finalement son temps à en descendre, soit pour récupérer des trésors, soit pour actionner des mécanismes, soit pour déplacer un pont afin de franchir un gouffre à l'aide de quelques passages d'escalade. Mais le plus pénible n'est même pas là. Non, le pire, ce sont les araignées géantes. Leur intelligence artificielle est complètement à l'ouest. Elles tombent dans les gouffres, mettent une éternité à remonter et il faut parfois les attendre pour pouvoir enfin les éliminer. Un vrai bonheur. Au bout du chemin, Lara atteint une immense salle centrale qui sert de hub. Autour d'elle, 4 salles proposent chacune une épreuve différente afin de récupérer une stèle à rapporter au centre. Et ça, j'adore. Les niveaux construits autour de plusieurs défis indépendants m'ont toujours fasciné dans Tomb Raider. On retrouve ici l'épreuve du feu, l'épreuve des lames, l'épreuve des murs rétractables et une 4e salle, qui ne propose absolument aucun défi. Oui, on traverse juste un couloir. Bon, après c'est Tomb Raider Underworld. Avec ses contrôles, le moindre saut peut déjà devenir une épreuve à lui tout seul. Au passage, le 100e trésor débloquera également le trophée Chasseur de trésors inspiré. Une fois les 4 stèles récupérées, le passage vers la suite s'ouvre enfin. Lara découvre alors d'anciennes sculptures retraçant la légende de Jormungandr, le serpent de Midgard, destiné à provoquer le Ragnarok, avant d'affronter Thor dans un combat où les deux trouveront la mort. La salle suivante, en revanche, quel enfer! Elle est entièrement remplie d'éther. Pour atteindre la ceinture de Thor, il faut d'abord vider toute cette substance toxique. Et forcément, une horde de Thralls débarque. Toujours aussi pénibles, toujours aussi résistants. Et avec leur râle, je vous jure qu'on dirait les fans de Renault qui sortent d'un concert. Toujours vivant, rassurez-vous. Même démarche, même bruit, impossible de ne pas y penser.
Une fois la ceinture récupérée, débute le dernier chapitre du Mexique, la Terre des Morts. Et cette fois, il faut remonter tout ce que l'on vient de descendre, pendant que les terres remontent progressivement derrière nous à chaque fois qu'on utilise le grappin. Sur le papier, c'est une excellente idée, mais dans la pratique, tous les passages au grappin deviennent extrêmement fastidieux. Les contrôles manquent de précision, les balancements sont parfois capricieux, et je continue de préférer très largement les déplacements de Legend et Anniversary. Comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle relique vous attend au beau milieu de cette fuite. Et elle est particulièrement pénible à récupérer. Il fallait parfaitement orienter le marteau de la statue de Thor afin qu'il pointe vers son œil où est dissimulée la relique avant de remonter. Sinon il faudra vider à nouveau la salle pour orienter le marteau. Ah, et avant de quitter définitivement le niveau, regardez-moi cette absurdité. 2 trésors, posés quasiment l'un à côté de l'autre. À ce stade, les développeurs ne savaient vraiment plus où les mettre. Et regardez bien la sortie. Pendant longtemps, j'ai cru que le jeu était buggé. Je pensais sincèrement qu'il manquait un morceau du décor. Eh bien non, il suffit simplement de traverser le vide avec la moto. Je vous promets, je n'aurais jamais imaginé que ça fonctionne avant de l'essayer. Comme quoi, parfois dans Underworld, la logique prend quelques vacances. En quittant le sud du Mexique, vous obtenez le trophée Expédition Sud du Mexique. Grâce à la carte d'Odin photographiée par Richard Croft, Lara met désormais le cap vers une nouvelle destination, l'île Jan Mayen. Et j'avoue qu'à partir de ce moment-là, on commence sérieusement à sentir les limites techniques du jeu. Le mixage sonore des cinématiques est complètement à côté de la plaque, au point que l'on comprend à peine ce que raconte Zip pendant toute la cinématique de fin du Mexique. Zip, j'ai tout ce qu'il me faut pour récupérer le marteau de Thor. Tu as trouvé de meilleures coordonnées ? Oui, j'ai amélioré les photos de la carte de portail. Ça, sur ton PDA. Le portail des morts est le premier chapitre de cet environnement. Et avant toute chose, on effectue une sauvegarde manuelle. Pourquoi ? Parce que l'on va devoir descendre toute la structure de Valgrind à moto. Une immense spirale particulièrement impressionnante. Le problème, c'est qu'il manque régulièrement des morceaux de la piste. Il faut parfois rouler presque à la verticale sur les parois pour poursuivre la descente. Et bien sûr, tout ça en moins de 50 secondes pour obtenir le trophée Démon de la vitesse 2. En cas d'échec, on recharge la sauvegarde. Si c'est la première fois que vous faites le jeu, votre première descente est d'ailleurs loin d'être évidente tant le parcours est accidenté. Une fois en bas, Lara se retrouve face à une gigantesque tour. Le principe est simple, chaque étage possède des symboles qu'il faudra correctement orienter afin d'ouvrir l'immense porte menant au Valhalla. La particularité de cette tour, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Résultat, l'escalade est particulièrement originale. Et franchement, j'aime beaucoup cette séquence. Enfin, j'aimais beaucoup cette séquence. Jusqu'au moment où je suis redescendu tout en bas pour me rendre compte que des symboles étaient mal orientés. Évidemment, ceux du dernier étage. Et devinez quoi, ils étaient décalés d'à peu près un poil de cul. J'ai donc dû tout remonter, merci Underworld, juste pour bouger d'1 millimètre la structure. Le chapitre suivant peut alors commencer. Valhalla, qui prend cette fois la forme d'un immense labyrinthe souterrain. On y retrouve les fans de Renault, toujours aussi bruyants, toujours aussi sympathiques, toujours vivants. Toujours la banane, toujours debout. Mais également les 30 trésors de l'environnement que j'avais oublié de mentionner. Encore une fois, ils sont parfois tellement proches les uns des autres qu'on se demande si les développeurs n'ont pas simplement appuyé plusieurs fois au même endroit. C'est aussi ici qu'il faut réaliser Démon de la vitesse 3, qui demande de traverser tout le labyrinthe en moins de 40 secondes. Une fois ce défi relevé, vous obtenez automatiquement le trophée Expert Démon de la vitesse, qui récompense les 3 défis de vitesse du jeu. On n'oublie pas la relique au passage, qui est aussi basée sur un système de contre-la-montre. Super! Après le labyrinthe, Lara atteint une immense salle dominée par d'énormes marteaux mécaniques qui se balancent dans tous les sens. Ils pulvérisent le décor, les thralls et à peu près tout ce qui passe devant eux. S'ensuit quelques phases d'escalade à travers plusieurs salles où il faudra grimper sur ces gigantesques mécanismes en mouvement. Là encore, j'aime beaucoup ce passage. L'environnement est vivant, ça change. Au détour d'une salle, on croise même une espèce de thrall géant. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il a pensé à mettre son caleçon d'hymne pour l'occasion. Bref, après toutes ces épreuves, Lara met enfin la main sur le marteau de Thor. Grâce aux 2 gantelets et à la ceinture, elle est capable de le manier. L'environnement se termine avec l'obtention du trophée Expédition sur l'île Jan Mayen. Et maintenant que Lara possède enfin le marteau de Thor,
elle a comme une envie d'aller rendre une petite visite à Natla. Direction la mer d'Andaman, un environnement qui ne comporte qu'un seul chapitre, rituels anciens. Et pour une fois, pas de trésor. Merci. En revanche, les développeurs ne se sont pas vraiment foulés. Le navire est pratiquement le même que celui de la mer Méditerranée. Le copier-coller est assez flagrant. Mais il y a tout de même une chose particulièrement satisfaisante. Envoyer valser les mercenaires à coups de marteau de Thor. Et ça, je dois reconnaître que ça fait un bien fou. Lara retrouve finalement Natla. Cette fois, c'est elle qui a l'avantage. Le marteau de Thor à la main, elle ordonne à Natla de lui révéler où se trouve Helheim. Natla accepte, mais elle lui précise une chose. Connaître son emplacement ne suffit pas. Elle seule connaît le rituel permettant d'ouvrir les portes de Helheim. Lara n'a donc pas vraiment le choix. À contre-cœur, elle s'apprête à libérer sa pire ennemie. Mais Amanda intervient pour l'en empêcher. C'est alors que le doppelganger se retourne contre elle. Pourquoi ? Eh bien, vous ne le saurez pas dans Tomb Raider Underworld. L'explication se trouve dans les 2 DLC exclusifs à la Xbox 360. Oui, l'idée de génie, c'était de raconter une partie essentielle de l'histoire dans un contenu que les joueurs PlayStation et PC n'ont jamais pu découvrir. Bravo! Bref, Lara tente de terrasser le doppelganger avec le marteau de Thor, mais celui-ci parvient à s'enfuir. Natla est finalement libérée afin qu'elle puisse accomplir le rituel ouvrant les portes de Helheim. L'environnement se conclut avec l'obtention du trophée Expédition Mer d'Andaman. Il est désormais temps de mettre le cap vers le dernier environnement du jeu, l'océan Arctique. Helheim en est le premier chapitre, et comme les environnements précédents, l'océan Arctique renferme 30 trésors. Et le début rappelle énormément la mer Méditerranée. Une grande exploration sous-marine, le retour des requins, des mécanismes à activer, des objets à récupérer pour ouvrir une immense porte. Bon, c'est un peu plus complexe que le premier niveau, heureusement. Une fois l'entrée franchie, Lara découvre une immense salle envahie par les terres. Pendant que Natla s'affaire à accomplir le rituel permettant d'ouvrir les portes de Helheim et disparaît de son côté, Lara utilise Mjolnir pour achever l'ouverture du passage. Avant d'y aller, il est temps pour nous d'explorer tranquillement les lieux, de récupérer quelques trésors. Et bien sûr, de retrouver les fans de Renault. Toujours la banane, toujours debout. Mais surtout, c'est ici que se prépare la récupération de la dernière relique du jeu. Pour la faire apparaître, il faut activer 4 symboles répartis dans toute la salle afin d'interrompre une immense cascade d'éther. Le problème, c'est qu'au moindre raté, il faut pratiquement tout recommencer. Et avec les contrôles parfois capricieux d'Underworld, je peux vous dire que ça met les nerfs à rude épreuve. Cerise sur le gâteau, le dernier symbole est précédé d'un checkpoint qui ne sert absolument à rien. En cas d'échec, vous serez à côté du dernier symbole, mais les 3 précédents auront besoin d'être réactivés et être obligés de refaire une partie du chemin. Et une fois les 4 symboles activés, le chrono démarre. Vous n'avez que quelques secondes pour récupérer la dernière relique et obtenir le trophée Expert Chasseur de Reliques. C'est également à l'entrée du chapitre suivant, Yggdrasil, que vous ramasserez enfin le 179e trésor du jeu. Enfin, le trophée Expert Chasseur de Trésors est à vous. S'ensuit une longue traversée de couloirs remplis de trolls. Heureusement que vous possédez maintenant le marteau de Thor. Enfin, en théorie, parce que pendant la réalisation de mon guide trophée, le marteau a tout simplement disparu de mon inventaire, sans aucune raison. J'ai dû traverser toute cette séquence avec des armes beaucoup moins efficaces. Et comme par magie, le marteau est revenu une fois toutes mes munitions utilisées. Alors je n'ai toujours aucune explication. Au bout du chemin, Lara retrouve enfin sa mère, ou plutôt ce qu'il en reste. Amelia Croft a été transformée en Thrall. Lara est contrainte de l'abattre, un moment qui aurait dû être bouleversant, mais honnêtement, je trouve que la scène manque totalement d'émotion. Amelia devenue fan de Renault, ça ne me fait rien du tout. Toujours la banane, toujours debout. Quelques instants plus tard, Natla révèle qu'elle a assassiné Richard Croft après sa trahison en Thaïlande. Elle retient ensuite Lara avec le doppelganger avant de partir réveiller Jormungandr. Enfin, pas littéralement. Le serpent de Midgard est en réalité une métaphore des lignes de faille de la Terre. Le plan de Natla consiste à activer un ancien dispositif capable de provoquer une catastrophe volcanique à l'échelle mondiale. Amanda finit par intervenir, elle précipite le doppelganger dans le vide, puis s'allie temporairement avec Lara afin d'empêcher Natla de mettre son plan à exécution. Nouvelle traversée, nouveaux trolls, et toujours ce cher Underworld qui adore perdre plus d'une seconde d'action avec ses lags en plein milieu d'un saut. Un vrai plaisir.
Lara finit par rejoindre Natla et découvre l'immense dispositif qu'elle s'apprête à activer. Le dernier chapitre peut alors commencer, plus le temps. Le principe est simple, enfin sur le papier, il faut détruire les points faibles des gigantesques piliers afin de déstabiliser toute la structure. Sauf qu'entre les Thralls, les plateformes qui bougent dans tous les sens, Natla qui vous bombarde régulièrement de boules de feu et les contrôles du jeu, on ne sait parfois même plus où donner de la tête. Pour une fois, je trouve ce passage plus agaçant que spectaculaire et surtout, on réalise qu'Underworld se termine sans nous avoir offert un véritable combat de boss. C'est quand même dommage pour conclure une trilogie. La structure finit par s'effondrer, dans un dernier élan, Lara projette Mjolnir sur Natla qui disparaît dans les terres. Lara et Amanda empruntent ensuite un ancien portail qui les ramène finalement au monastère du Népal. Et avant de partir, Amanda rappelle malgré tout que leur rivalité n'est pas terminée. Les deux femmes ne sont pas quittes. Lara adresse enfin un dernier adieu à sa mère, le générique peut défiler. Au passage, vous obtenez le trophée Expédition Océan Arctique pour avoir terminé le dernier environnement, puis Expert de la survie pour avoir terminé le jeu en difficulté maximale. Et enfin, le trophée Platine, Expert de Tomb Raider Underworld. Au final, ce Tomb Raider Underworld aura été une véritable déception pour moi. J'attendais la conclusion de la trilogie Legend avec énormément d'impatience. Et je trouve qu'elle passe complètement à côté de son sujet. Pas seulement sur le plan scénaristique, parce qu'au-delà d'une histoire qui laisse volontairement des morceaux entiers dans des DLC exclusifs à la Xbox 360, on se retrouve aussi avec des contrôles à la ramasse, des animations qui, malgré la motion capture, paraissent souvent moins naturelles que celles de Legend et Anniversary, des musiques qui m'ont beaucoup moins marqué, des bugs, des ralentissements, bref, une accumulation de problèmes techniques qui viennent gâcher une aventure pourtant pleine de bonnes idées. Et c'est peut-être ça qui me déçoit le plus. Autant l'Ange des Ténèbres est un jeu auquel je pardonne beaucoup de choses, parce qu'il est devenu, malgré lui, un véritable nanar du jeu vidéo, on peste, on rigole, et finalement on passe quand même un bon moment. Autant Underworld, lui, se prend constamment au sérieux, et c'est justement pour ça que tous ses défauts me sautent encore plus aux yeux, même s'il propose une plus grande vibe Tomb Raider que l'Ange des Ténèbres, de par ses environnements et sa grandiloquence. Alors oui, il reste malgré tout l'un des Tomb Raider les plus simples à platiner, et comme j'aime visiblement souffrir, je l'ai même refait une seconde fois dans sa version japonaise, pour décrocher un deuxième platine. Comme quoi, je critique, mais je vais quand même au bout des choses. Et vous ? Est-ce que vous avez platiné Tomb Raider Underworld ? Ou est-ce que mes aventures vous ont donné envie de tenter l'expérience ? Dites-moi tout en commentaire, et si jamais vous décidez de vous lancer, n'oubliez pas que mon guide trophée est là pour vous accompagner. Pensez également à liker cette vidéo ou à la booster si le format vous plaît. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai platiné Tomb Raider.